Wright Field, actuellement connu sous le nom de Wright-Patterson Air Force Base et situé à l'extérieur de Dayton, Ohio, fait l'objet de spéculations persistantes pour la même raison que la Zone 51. Il a servi de siège au programme gouvernemental d'enquête sur les ovnis, connu sous le nom de Project Blue Book, de 1951 à 1969. De nombreuses histoires autour du Wright Pat tournent autour de ce qui s'est passé dans une structure spécifique connue sous le nom de Hangar 18. Les amateurs d'ovnis pensent que le gouvernement a enterré des preuves réelles de ces enquêtes, telles que des débris de soucoupes volantes, des restes extraterrestres et même des extraterrestres capturés dans cet entrepôt énigmatique, notamment dans un endroit scellé et bien gardé, connu sous le nom de Blue Room. Alors, le hangar 18 existe-t-il vraiment? Y a-t-il des personnes crédibles qui peuvent attester de son authenticité? Et qu'est-ce que le hangar 18 exactement? Pour le savoir, rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour percer le mystère du hangar 18 et de ce qu'il contient. De mars 1952 au 17 décembre 1969, le Project Blue Book était le nom de code pour l'examen systématique par l'armée de l'air américaine des objets volants inexpliqués. Il a été mis en place à la suite de nombreuses observations d'ovnis à l'époque de la guerre froide, afin d'expliquer ou de démystifier le plus grand nombre possible de rapports, dans le but de réduire les risques de panique et de protéger le public d'un véritable problème de sécurité nationale. Un phénomène apparemment technologique qui échappait au contrôle humain et n'était pas russe, mais qui représentait une menace potentielle insondable. Le capitaine Edward J. Ruppelt a initialement supervisé le projet, qui faisait suite à des projets comparables tels que le projet Sidon, qui a débuté en 1947, et le projet Grudge, qui a débuté en 1948. Le projet Blue Book avait deux objectifs: évaluer si les ovnis représentaient une menace pour la sécurité nationale et effectuer une analyse scientifique des données relatives aux ovnis. Des milliers de rapports d'ovnis ont été recueillis, examinés et classés. À la fin du projet Blue Book, 12 618 déclarations d'ovnis avaient été recueillies et il a été décidé que la majorité d'entre elles étaient des erreurs d'identification, d'événements naturels ou d'avions conventionnels. Selon l'Office national de surveillance, quelques-uns des rapports pouvaient être expliqués par les vols des avions de reconnaissance U-2 et A-12, autrefois secrets, mais 701 rapports restaient inexpliqués même après une enquête approfondie. Les rapports d'OVNI ont été conservés et sont disponibles en vertu de la loi sur la liberté d'information. Mais tous les noms des témoins et autres informations personnelles ont été expurgés. Ceci nous amène toutefois au hangar 18. Le mystère entourant le hangar 18 est qu'en juillet 1947, quelque chose de vraiment étonnant s'est produit à Roswell, au Nouveau-Mexique. Un disque volant se serait écrasé, laissant un champ d'épave d'1 kilomètre de long. Après la parution dans les journaux de rapports alarmants sur un disque venu de l'espace, le gouvernement a fait un énorme effort pour affirmer qu'il s'agissait d'un canular. Ils ont montré des images de débris de ballons météo. De faux débris auraient été éparpillés sur le terrain pour aider le gouvernement dans sa couverture. Les vrais débris ont été importés et ont atterri à Wright Field à Dayton, Ohio. Puis après l'incident de Roswell en mars, un autre incident s'est produit près d'Aztec, au Nouveau-Mexique. Des travailleurs du pétrole sur un mesa ont repéré un autre disque. Il ne s'est pas écrasé, mais a atterri en toute sécurité. Quelques travailleurs du pétrole ont eu le courage de regarder à travers un hublot cassé. Tous les corps étranges à l'intérieur étaient recroquevillés. Il y avait entre 14 et 16 résidents, qui avaient tous péri dans l'incendie. Des camions ont été rapidement envoyés depuis une base du Colorado pour transporter les disques, les corps et les débris. Les employés du pétrole ont prêté serment et on leur a dit qu'ils étaient de leur responsabilité civique américaine de garder le silence. Le matériel a également été transporté à Wright Field dans l'Ohio. Ce ne sont pas les seuls incidents liés aux deux disques. Il y en a eu un certain nombre. 2 collisions ont eu lieu en Arizona, une à Laredo au Texas et une à Kecksburg en Pennsylvanie. Dans tous ces cas, des corps extraterrestres ou des débris d'avions auraient été récupérés et envoyés à Wright Field. Les activités secrètes de Wright Field n'étaient pas seulement destinées à la préservation et à l'examen des restes extraterrestres. Il y a également eu une opération déclassifiée par la suite, connue sous le nom de Project Moon's Dust à Wright-Patterson. L'objectif de ce programme était de collecter tous les débris provenant de voyages aériens non américains, y compris les débris provenant de pays étrangers, de l'espace et même d'origine inconnue. Là, il serait soumis à un processus de reconstruction avant d'être soumis à une ingénierie inverse afin de produire des avions et des armes de qualité supérieure pour les forces armées. Ils devaient être gardés top secret afin de protéger la vie des militaires qui pourraient les employer à l'avenir. Le programme, qui se concentre sur les techniques d'ingénierie inverse, est connu sous le nom de Division des technologies étrangères.
Marion Magruder était membre d'une classe de l'Air War College qui s'est rendue à Redfield en juillet 1947, peu de temps après Roswell, pour enquêter sur les débris de disques et la situation des extraterrestres. Magruder n'a pas dit un seul mot sur cet événement jusqu'à peu de temps avant sa mort, lorsque son fils et sa petite-fille l'ont persuadé de se libérer enfin de ce fardeau. Magruder avait indiqué que les partisans à l'Air War College avaient été tenus au secret sous la menace d'une cour martiale. Lorsque l'ufologue Leonard Stringfield a fait un discours au MUFON en 1978, il affirmait qu'il avait mis en place un réseau de témoins du gouvernement, des faiseurs, qui avaient toutes sortes d'informations intéressantes sur ce qui se passait dans le hangar 18. Il les gardait et gérait tout leur compte. Ils ne pouvaient pas rendre l'affaire publique, car cela aurait mis en péril leur position gouvernementale top secrète. Leonard a écrit de nombreux livres, mais ces versions n'ont pu être confirmées car les témoins refusaient de s'exprimer sous leur véritable identité. Il a parfois raconté les histoires en utilisant simplement des prénoms ou des pseudonymes. Les extraterrestres dont il a parlé avaient 4 doigts allongés entre lesquels se trouvaient des sangles. Les petits visiteurs avaient des têtes gigantesques, des longs bras, des grands yeux et des fentes pour la bouche. Les narines et les oreilles étaient trouées. Une source qui s'est identifiée uniquement comme PJ a déclaré qu'elle avait été expulsée des lieux à 2 reprises par du personnel de sécurité armé. Il a été révélé plus tard que le hangar 18 se trouvait en fait à plusieurs endroits différents à Redfield. Le hangar se trouvait dans le bâtiment 23 et les coffres situés en dessous étaient reliés par des tunnels. Les corps des aliens étaient stockés dans des capsules cryogéniques dans des voûtes profondes. Les gens qui y travaillaient disaient qu'ils devaient probablement attendre quelques années avant d'être assez intelligents pour les étudier correctement. Il y avait un travailleur à Wright-Patterson nommé June Crane qui travaillait comme commis à la dactylographie et elle avait des histoires fascinantes à raconter. Elle avait accès à des documents sensibles datant des années 50. Elle a lu dans un document que 2 des aliens avaient été placés dans une glacière. Elle a également révélé que les petits aliens verts mesuraient environ 1 mètre et étaient de couleur bleu verdâtre. On a demandé à June de signer un document de confidentialité stipulant qu'elle maintiendrait la confidentialité des informations, mais lorsqu'elle a eu 72 ans, elle a pris la décision de partager son expérience. Elle estimait qu'elle était trop âgée pour être traitée brutalement. Il y a aussi le sénateur Barry Coldwater qui a été tellement intrigué par les rapports sur les extraterrestres et les ovnis qu'il a demandé au général Lemay de lui accorder l'accès aux dossiers et aux artefacts. Lemay s'est mis en colère et l'a averti de ne plus en parler. Alors, qu'est-ce que Marion Magruder a finalement dit à sa famille sur ce dont il avait été témoin? Il leur a dit qu'il avait vu les corps des aliens et qu'il savait que l'un d'entre eux était encore en vie. Il l'appelait Squiggly. Il a dit à sa famille, il était vivant, mais nous l'avons tué. C'est une honte que les militaires aient détruit cette créature en faisant des tests sur elle. Il a ensuite expliqué à sa famille abasourdie que ce n'était pas volontaire. Il n'y avait aucun moyen de savoir comment soigner les blessures de l'alien. Les autorités ont tout fait, mais leurs efforts n'ont pas permis de sauver des vies. Il semblerait très étrange que toutes ces choses, racontées par différentes personnes, soient totalement inventées et qu'il y ait une part de vérité. Même après la fin du projet Blue Book en 1969, les spéculations sur Rick Pat ont persisté. Selon le Tampa Tribune, un ufologue de Floride du nom de Robert Spencer Carr a publiquement affirmé en 1974 que l'Air Force conservait 2 soucoupes volantes d'origine inconnue dans le hangar 18 de Wright-Patterson. Carr prétendait avoir une source militaire de haut rang qui avait assisté aux autopsies des corps de 12 êtres extraterrestres. Bien que les affirmations de Carr soient douteuses, leur importante couverture médiatique ainsi que la sortie du film Hangar 18 en 1980 ont contribué à faire du Wright Hangar Patterson une plaque tournante des activités gouvernementales liées aux ovnis. Lorsque le Blue Book a été fermé, l'armée de l'air a carrément menti au peuple américain en publiant une fiche d'information affirmant qu'aucun ovni n'avait jamais constitué une menace pour la sécurité nationale, que les ovnis ne représentaient pas des développements technologiques ou des principes dépassant le cadre des connaissances scientifiques actuelles et qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient des véhicules extraterrestres. Selon les témoignages et les comptes rendus officiels du gouvernement, un objet rouge flamboyant de forme ovale a plané au-dessus de la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, en 1967, et les 10 missiles nucléaires souterrains de l'installation ont été détruits presque simultanément alors que l'OVNI était présent. Aucune explication conventionnelle n'a été trouvée par les techniciens. Indépendamment de ce que l'Air Force a dit au public, elle n'a pas cessé de chercher des ovnis. Un mémo précédemment classifié, écrit secrètement en octobre 1969, quelques mois avant la fin du Blue Book, a révélé que des protocoles étaient déjà en place pour enquêter sur les rapports de l'UFO, qui ne faisaient pas partie du système Blue Book. Selon le document,
Les rapports d'OVNI susceptibles d'affecter la sécurité nationale continueraient à être traités selon les procédures standards de l'Air Force conçues à cet effet. De toute évidence, les agences gouvernementales sont restées impliquées dans les enquêtes sur les OVNI dans les décennies qui ont suivi et continuent de le faire aujourd'hui. Malgré les dénégations du gouvernement, des documents officiels autrefois secrets fournissent des rapports détaillés d'incidents dramatiques liés aux OVNI dans le monde entier. De nombreux événements survenus aux États-Unis n'ont pas fait l'objet d'une enquête, notamment un incident survenu en 2006 au cours duquel un objet en forme de disque est resté au-dessus de l'aéroport O'Hare pendant plus de 5 minutes avant de s'élever dans les nuages. Les scientifiques en ont peut-être appris davantage sur le comportement et les caractéristiques des OVNI et se rapprochent de la compréhension de la physique du fonctionnement de cette technologie. Cependant, le gouvernement continue à faire tout son possible pour garder les enquêtes et les résultats secrets, tout en niant toute implication aux citoyens américains. Dites-nous ce que vous pensez du projet Blue Book et du Hangar 18 dans les commentaires ci-dessous.